Dans l'univers des comics, certains héros ou anti-héros dépassent les limites, franchissent la ligne et imposent le respect par leur seule présence. Aujourd'hui, je vais vous présenter dans ma vidéo 5 des personnages parmi les plus badass de tous les temps. Attachez vos ceintures, le voyage commence maintenant. Mais juste avant, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker et de booster, cela m'aide énormément et me donne de la force. Sur ce, c'est parti. En 5, Hal Simmons, l'homme derrière le masque. Spawn à l'origine est Hal Simmons, un homme né à Détroit, Michigan, dans les années 1960. Hal grandit dans un environnement difficile, mais se distingue par son intelligence, sa détermination et ses compétences physiques. Il s'engage dans l'armée américaine, gravit les échelons et devient un agent d'élite de la CIA, spécialisé dans les opérations secrètes et les missions d'assassinat. Simmons est un homme loyal, patriote, mais aussi tourmenté par les choix moraux que son travail exige. Il est marié à Wanda Blake, l'amour de sa vie, et leur relation est un pilier central de son humanité. Cependant, la vie d'Hal Simmons bascule lorsqu'il est trahi par son supérieur, Jason Wynn, un homme corrompu dirigeant une branche secrète de la CIA. Wynn, voyant Simmons comme une menace en raison de son sens de l'honneur et de ses doutes sur les missions immorales qu'on lui confie, orchestre son assassinat. Hal a brûlé vif lors d'une mission, mettant fin à sa vie humaine. Après sa mort, l'âme d'Hal Simmons est envoyée en enfer en raison des péchés qu'il a commis en tant que tueur pour le gouvernement. Là, il rencontre Malebolgia, un puissant démon et l'un des seigneurs des enfers. Malebolgia, voyant en Simmons un potentiel exceptionnel pour devenir un général de son armée infernale, lui propose un pacte. En échange de son âme et de son service en tant que Hellspawn, Hal pourra retourner sur Terre pour revoir sa femme, Wanda. Désespéré et consumé par son amour pour Wanda, Hal accepte sans saisir pleinement les implications de ce marché. Cependant, Malebolgia trompe Simmons. Lorsque Hal est renvoyé sur Terre, il découvre qu'il est devenu un Spawn, un être surnaturel doté de pouvoirs démoniaques, mais son apparence humaine a disparu. Son corps est désormais une entité nécroplasmique recouverte d'une armure symbiotique appelée K7 Leta, et son visage est brûlé et défiguré. De plus, 5 ans se sont écoulés depuis sa mort et Wanda s'est remariée avec Terry Fitzgerald, son meilleur ami, avec qui elle a une fille, Cyan. De retour à New York, dans les ruelles sombres de Rat City, Hal est perdu, amnésique et horrifié par ce qu'il est devenu. Il découvre que son armure est vivante, réagissant à ses émotions et à ses instincts, et qu'il possède des pouvoirs extraordinaires. Force surhumaine, régénération, téléportation, manipulation d'énergie nécroplasmique et la capacité de se transformer ou d'utiliser des chaînes animées. Toutefois, ces pouvoirs sont limités par une réserve d'énergie nécroplasmique mesurée à 9999 unités dans les premiers numéros. Chaque utilisation importante de ces pouvoirs réduit cette énergie et lorsqu'elle sera épuisée, Hal sera renvoyé en enfer pour servir Malebolgia éternellement. Spawn commence à comprendre qu'il est manipulé dans une guerre cosmique entre le paradis, représenté par les anges, et l'enfer, dirigé par des démons comme Malebolgia. Les deux camps cherchent à contrôler les Hellspawn pour leurs propres desseins, et Hal devient rapidement un pion dans ce conflit. Il rencontre des figures clés comme le Violator, un démon clownesque chargé de le surveiller et de le pousser à embrasser sa nature maléfique, et Cogliostro, un ancien Hellspawn qui tente de guider Hal pour qu'il utilise ses pouvoirs pour le bien. Dans les premiers arcs narratifs, Spawn lutte pour retrouver son humanité tout en affrontant des ennemis variés. Des criminels humains comme le mafieux Tony Twist, des démons envoyés par Malebolgia et des anges chasseurs de Hellspawn comme Angela, une guerrière céleste. Il se lie d'amitié avec des sans-abri de Rat City et aussi des policiers, notamment Sam Burke et Tweet William, deux détectives qui deviennent des alliés improbables. Spawn est déchiré entre son désir de protéger Wanda et Cyan et sa peur de les mettre en danger en raison de ce qu'il est devenu. Il choisit de rester dans l'ombre, observant sa famille de loin, et commence à remettre en question le pacte qu'il a passé avec Malebolgia. Il découvre également que son rôle en tant que Hellspawn est de semer le chaos sur Terre pour préparer l'apocalypse,
une mission qu'il rejette, décidant de se rebeller contre l'enfer. Au fil des numéros, l'histoire de Spawn évolue, explorant des thèmes comme la rédemption, la moralité, le libre arbitre et la lutte contre le destin. Voici quelques moments marquants de son parcours. La confrontation avec Violator. Le Violator sous sa forme démoniaque devient l'un des principaux antagonismes de Spawn. Leur rivalité met en lumière la tension entre la nature démoniaque d'Hal et son humanité persistante. Le Violator tente constamment de pousser Spawn à devenir un monstre, mais Hal résiste. La rébellion contre Malebolgia. Spawn refuse de servir l'enfer et se retrouve contre Malebolgia, ce qui fait de lui une cible pour les forces infernales. Il apprend à mieux maîtriser ses pouvoirs, notamment grâce à l'aide de Cogliostro, qui lui révèle des secrets sur les Hellspawn et leur lien avec l'armure nécroplasmique, la mort et la résurrection. À un moment clé, Hal épuise son énergie nécroplasmique et meurt, mais il parvient à revenir en utilisant son lien avec l'armure et sa volonté de ne pas abandonner. Plus tard, il obtient des pouvoirs divins après avoir remporté un combat contre Malebolgia, ce qui le libère temporairement de son contrôle. Il y a eu aussi le combat entre le paradis et l'enfer. Spawn découvre que ni le paradis ni l'enfer ne sont des forces bienveillantes. Les anges comme Angela, qui devient plus tard une alliée et même une amante dans certains arcs, sont aussi impitoyables que les démons. Spawn se positionne comme un anti-héros, refusant de choisir son camp. Puis ensuite, il y a la perte de Wanda. Un tournant tragique survient lorsque Wanda meurt d'un cancer. Cet événement brise Hal, le plongeant dans une profonde dépression et renforçant son sentiment d'isolement. Il continue néanmoins à protéger Sion, sa belle-fille, de loin. Parlons aussi du roi de l'enfer. Dans un arc majeur, Spawn tue Malebolgia et prend brièvement le contrôle de l'enfer, devenu une figure encore plus puissante. Néanmoins, il rejette ce pouvoir, refusant de devenir ce que Malebolgia voulait qu'il soit. Les nouveaux Hellspawn et la continuité. Au fil des années, d'autres personnages prennent temporairement le manteau de Spawn, comme Jean Donning, un homme mystérieux qui devient Hellspawn après que Hal abandonne temporairement son rôle. Toutefois, Hal finit par revenir, restant le cœur de la série. L'histoire de Spawn est profondément ancrée dans des thèmes existentiels et moraux. Hal Simmons est un homme qui lutte pour préserver son humanité face à des forces cosmiques qui cherchent à le manipuler. Le comics explore des questions comme le libre arbitre. Peut-on échapper à un destin imposé par des forces supérieures? La rédemption. Un homme ayant commis des actes terribles peut-il trouver le salut? Puis l'amour et le sacrifice. L'amour d'Hal pour Wanda le pousse à faire des choix héroïques, mais aussi à souffrir énormément. Au fil des décennies, la série a évolué, passant d'un ton sombre et violent dans les années 1990 à des arcs plus introspectifs et philosophiques. Les dessinateurs et scénaristes, sous la direction de Todd McFarlane, ont maintenu Spawn comme une figure iconique, tout en introduisant de nouveaux ennemis, alliés et dilemmes. Depuis sa création en 1992, Spawn est devenu l'un des personnages les plus emblématiques d'Image Comics, contribuant au succès de cette maison d'édition indépendante face aux géants comme Marvel et DC. La série a inspiré un film en 1997, une série animée acclamée sur HBO, des jeux vidéo et une multitude de produits dérivés. Spawn reste un symbole de l'anti-héros des années 1990 avec son esthétique sombre, son design unique et ses dilemmes moraux. Pour conclure, l'histoire de Spawn est celle d'un homme brisé, Hal Simmons, transformé en un être surnaturel par un pacte faustien, mais qui refuse de se soumettre à son destin. À travers ses combats contre des démons, des anges et ses propres démons intérieurs, Spawn incarne une quête de rédemption et de liberté. Sa saga, qui continue de s'étendre avec plus de 300 numéros, reste une exploration fascinante de l'humanité face à l'horreur cosmique. En numéro 4, Wade Wilson, l'homme avant le mercenaire. L'histoire de Deadpool, personnage emblématique de Marvel Comics créé par Rob Liefeld et Fabian Nicieza, est une saga complexe mêlant humour, action, tragédie et anti-héroïsme. Apparu pour la première fois dans New Mutant, issu 98 en 1991, Wade Wilson alias Deadpool est devenu l'un des personnages les plus populaires de Marvel grâce à son style irrévérencieux, son facteur de régénération et sa capacité à briser le quatrième mur. Voici son histoire. Wade Winston Wilson est un homme au passé trouble,
né au Canada, bien que certains détails de sa vie varient en raison de son esprit instable et des récits contradictoires. Les versions les plus courantes de son histoire décrivent un jeune Wade ayant grandi dans un environnement difficile avec un père absent et abusif et une mère décédée d'un cancer. Adolescent rebelle, Wade s'enfuit de chez lui et commence une vie de dérive, se tournant vers une carrière de mercenaire en raison de ses talents naturels pour le combat, son maniement des armes et son absence de scrupules moraux. Il devient un mercenaire d'élite, travaillant pour divers clients. Il est reconnu pour son efficacité, son humour caustique et son penchant pour la violence. Cependant, sa vie bascule lorsqu'il est diagnostiqué avec un cancer inopérable, touchant plusieurs organes. Désespéré, Wade accepte de participer à une expérience expérimentale proposée par le projet Armix, un programme secret dérivé de celui qui a créé Wolverine. Le projet Armix, basé au Canada, promet à Wade une chance de survivre en lui implantant un facteur de régénération dérivé de celui de Wolverine, Logan. Les expériences dirigées par le Dr Killebrew et son assistant Ajax, Francis Fanny, sont brutales. Wade est soumis à des tortures physiques et psychologiques pour tester les limites de son nouveau pouvoir. Le traitement fonctionne. Son cancer est neutralisé par sa capacité à régénérer ses cellules à une vitesse incroyable. Cependant, le processus laisse son corps couvert de cicatrices hideuses car le facteur de régénération interagit de manière instable avec son cancer, défigurant sa peau en permanence. Au sein du programme, est surnommé Deadpool par ses geôliers, un nom inspiré d'un pari morbide entre les sujets de tests qui survivaient aux expériences. Son comportement provocateur et son humour incessant irritent les scientifiques, en particulier Ajax, qui finit par arracher le cœur de Wade pour le tuer. Toutefois, le facteur de régénération de Wade est si puissant qu'il survit, régénérant même son cœur. Il s'échappe du complexe en massacrant ses bourreaux, tuant Ajax, bien que cette dernière reviendra plus tard sous une forme améliorée. Après son évasion, il adopte officiellement le pseudonyme de Deadpool et reprend sa carrière de mercenaire avec un twist. Il devient le Merce White Amos, le mercenaire à la grande gueule, connu pour son humour incessant, ses références à la pop culture et sa capacité à briser le quatrième mur, c'est-à-dire à s'adresser directement au lecteur ou à reconnaître qu'il est un personnage de fiction. Il se forge une réputation dans le monde criminel, travaillant pour des clients douteux tout en suivant un code moral tordu. Il accepte les contrats qui lui ressemblent, justes ou amusants, mais refuse souvent de tuer des innocents. Deadpool s'équipe d'un arsenal impressionnant, incluant des katanas, qu'il nomme Béa et Arthur, des pistolets, des explosifs et bien sûr sa célèbre téléportation grâce à un dispositif technologique dans certaines histoires. Son costume rouge et noir, inspiré de son surnom et conçu pour cacher ses cicatrices, devient emblématique. Malgré son apparence de clown, Deadpool est un combattant redoutable, combinant agilité, précision et une résilience quasi invincible grâce à son facteur de régénération. Voici quelques-unes de ses relations clés. Deadpool est un personnage solitaire, mais il tisse des liens complexes avec plusieurs figures de l'univers Marvel, comme Vanessa Carlisle, alias Copycat. Wade rencontre Vanessa, une mutante métamorphe, avant son diagnostic de cancer. Leur relation amoureuse est passionnée, mais tumultueuse. Après sa transformation en Deadpool, Vanessa devient une alliée, parfois une adversaire, sous le nom de Copycat. Il y a aussi le très connu Wolverine. Deadpool et Wolverine partagent une rivalité hilarante, souvent due à leur facteur de régénération similaire. Wade admire Logan, mais l'agace constamment avec son humour. Ils collaborent à plusieurs reprises, notamment dans les équipes comme X-Force. Il y a aussi Cable, Nathan Summer, un mutant voyageur du temps qui devient l'un des meilleurs amis et partenaires de Deadpool. Leur dynamique mélange d'amitié et conflit est au cœur de la série Cable et Deadpool. Cable représente l'ordre et la discipline, tandis que Deadpool incarne le chaos. Il y a aussi une vieille femme aveugle, Blin Hall, qui prend Deadpool comme colocataire, parfois otage involontaire. Leur relation est à la fois comique et touchante, Blin Hall servant de figure maternelle malgré les mauvais traitements de Wade. Et Whistle, le meilleur ami de Wade, un génie de la technologie qui fournit à Deadpool ses gadgets et ses armes. Leur amitié est souvent mise à l'épreuve par les frasques de Wade. Voici quelques moments clés de l'histoire de Deadpool. Ses débuts comme antagoniste en 1991. Dans New Mutant issu 98, Deadpool apparaît comme un mercenaire engagé pour tuer Cable et les New Mutants. Il est alors un vilain secondaire, mais son charisme et son humour
le rendent populaire, poussant Marvel à en faire un anti-héros. Dans la première série solo en 1997, écrit par Joe Kelly, qui impose un ton unique, un mélange d'humour absurde, de violence graphique et de moments émotionnels. On y explore sa lutte pour trouver un sens à sa vie et sa quête de rédemption. Il y a aussi le combat contre T-Ray, un autre mercenaire qui prétend être le véritable Wade Wilson, affirmant que Deadpool a volé son identité. Ce conflit sème le doute sur les origines de Wade, renforçant son instabilité mentale. Comme je vous parlais avant aussi, il y a Cable et Deadpool, sorti en 2004-2008. Cette série met en avant la relation entre Deadpool et Cable, avec des aventures mêlant humour, action et intrigue cosmique. Deadpool y gagne en profondeur, montrant qu'il peut être plus qu'un simple clown. Il rejoint aussi par la suite une équipe de versions alternatives de lui-même dans Deadpool Corps, tous venant d'une autre dimension, comme Lady Deadpool, Kidpool, Dogpool et Headpool, une tête décapitée. Cette série pousse l'absurde à son paroxysme. En 2012, il y a eu aussi le bien, le mal et le moche. Dans l'arc de Deadpool, Kill of the Marvel Universe, ce dernier est manipulé par des forces psychologiques, massacre méthodiquement les héros et vilains de l'univers Marvel. Cet arc narratif explore son potentiel destructeur. Dans la série régulière, il affronte également une version maléfique de lui-même, Evil Deadpool, créée à partir de ses membres régénérés. Ce qui me fait beaucoup penser au film Evil Dead 2, pour ceux qui connaissent. Il y a eu ensuite le mariage avec Shiklah. Deadpool épouse Shiklah, une reine succube, dans un arc romantique et chaotique. Leur relation, bien que passionnée, finit par s'effondrer en raison des différences entre leurs mondes. À plusieurs reprises, Deadpool a tenté la rédemption et l'héroïsme. Il tente de devenir un héros, rejoignant des équipes comme les Avengers Unity Squad ou X-Force. Néanmoins, ses méthodes violentes et son comportement imprévisible le maintiennent souvent à la marge. Il faut savoir que le cancer, les cicatrices et les tortures ont brisé Wade physiquement et mentalement. Son humour est une façade pour cacher sa souffrance et son sentiment d'être maudit par son immortalité. Il souffre souvent d'hallucinations et de voix intérieures représentées par des boîtes de dialogue jaunes et blanches dans les comics. Ces voix reflètent son conflit interne entre son côté héroïque et son côté destructeur. Il est aussi conscient d'être un personnage de bande dessinée, ce qui lui permet de commenter l'intrigue, de se moquer des clichés ou même de s'adresser aux scénaristes et aux lecteurs. Cela le rend unique dans l'univers Marvel. Deadpool est devenu un phénomène culturel grâce à son mélange d'humour, d'action et de subversion des tropes de super-héros. Pour ceux qui ne savent pas des tropes, c'est une figure du style, en gros l'inverse des super-héros que l'on connaît habituellement. Sa popularité explose avec les adaptations cinématographiques, comme Deadpool sorti en 2016 et Deadpool 2 en 2018, interprété par Ryan Reynolds. Deadpool devient un succès mondial grâce à des films fidèles à son ton irrévérencieux. Ces derniers mettent en avant sa relation avec Vanessa, sa rivalité avec Cable et son amitié avec des personnages comme Colossus ou Negasonic Teenage Warhead. Et bien sûr le superbe et très emblématique film Deadpool et Wolverine sorti en 2024. Ce film marque l'intégration de Deadpool dans le MCU avec une aventure centrée sur sa dynamique avec Wolverine et des références méta à l'univers Marvel. Les comics, quant à eux, continuent avec des séries régulières et des one-shots, Deadpool restant un personnage polyvalent, capable de passer du comique au tragique en un instant. Pour conclure, l'histoire de Deadpool est celle d'un homme brisé, Wade Wilson, transformé en un anti-héros immortel par des expériences inhumaines. À travers ses blagues, ses combats et ses moments de vulnérabilité, Deadpool incarne une lutte pour trouver du sens dans un monde qu'il a rejeté. Sa capacité à rire de sa propre douleur, à défier les conventions narratives et à osciller entre héroïsme et chaos en fait un personnage unique dans l'univers Marvel. En numéro 3, Sarah Pezzini, la porteuse de la Witchblade. Sarah Pezzini est la protagoniste principale de la série de comics Witchblade, créée en 1995 pour Topco Productions, une division d'Image Comics. En tant qu'héroïne complexe, Sarah est une détective de la police criminelle de New York qui devient l'hôte d'un artefact mystique, la Witchblade, une arme ancienne dotée de pouvoirs surnaturels. Son histoire mène action, surnaturelle, drame personnel et quête d'identité, faisant d'elle un personnage emblématique des comics des années 1990. Sarah Magdalene Pezzini est née le 18 novembre 1970 à New York, d'origine italienne. Fille de Vincent Pezzini, un policier du NYPD tué en service, et d'une mère dont l'identité reste floue. On sait qu'elle a disparu ou est décédée lorsque Sarah était jeune. Sarah a grandi dans des circonstances difficiles. Elle a une sœur cadette, Julie Pezzini, qui apparaît occasionnellement dans la série.
Certaines sources indiquent que Sarah a été adoptée, son véritable nom étant potentiellement Connor ou Bront, et qu'elle aurait été séparée de sa mère biologique à un jeune âge. Poussée par le sens du devoir de son père, elle devient lieutenant de la police criminelle au sein du NYPD, travaillant dans la division des homicides. Elle est décrite comme intelligente, athlétique, tenace et profondément dévouée à son travail, bien que parfois impulsive. Sa vie personnelle est marquée par des relations compliquées et un mode de vie spartiate. Elle n'aime pas cuisiner, elle préfère commander des plats à emporter, souvent chinois, et vit dans un appartement modeste à New York. Avant de devenir la porteuse de la Witchblade, Sarah aspire simplement à être une bonne policière, mais sa vie bascule lors d'une mission fatidique. En 2000, alors qu'elle enquête sur le meurtre de son ami d'enfance, Sarah suit une piste qui l'amène au Raiklo Caesar où un trafic criminel est en cours. Accompagnée de son partenaire Michael Yee, rebaptisé Danny Wu dans la série télévisée, elle infiltre une opération sous couverture. Au même endroit se trouve Kenneth Irons, un milliardaire mystérieux et collectionneur d'artefacts qui possède la Witchblade, un gant mystique qu'il cherche à maîtriser. Lors d'une fusillade, Sarah et Michael sont mortellement blessés. Alors que Sarah est sur le point de mourir, la Witchblade, l'artefact sentient, l'a choisi comme nouvelle hôte, rejetant Iron. L'artefact guérit ses blessures et lui confère des pouvoirs surnaturels, mais Michael succombe à ses blessures. La Witchblade est décrite comme une arme ancienne, un mélange de lumière et d'obscurité, né de l'union entre Angelus, force de l'ordre et de la lumière, et la Darkness, force du chaos et des ténèbres. Elle se présente sous la forme d'un gant métallique orné d'une gemme rouge, capable de se transformer en armure, en épée ou en d'autres formes selon les besoins de sa porteuse. La Witchblade a une volonté propre et ne choisit que des femmes comme hôtesses, souvent issues d'une lignée spécifique à laquelle Sarah appartient. Elle procure à cette dernière des capacités extraordinaires, force surhumaine, réflexe accru, régénération, projectile d'énergie, création de vrilles acérées et même vol ailé. Cependant, l'artefact est à la fois une bénédiction et une malédiction, car il agit parfois de manière autonome et inflige des visions perturbantes. Après avoir survécu grâce à la Witchblade, Sarah doit apprendre à coexister avec cet artefact. Dans un premier temps, elle est submergée par des visions cryptiques qui l'aident à résoudre ses enquêtes, mais elle ne contrôle pas pleinement les pouvoirs du gant. Kenneth Irons, obsédé par la Witchblade, tente de manipuler Sarah pour récupérer l'artefact, tandis que son homme de main, Ian Nottingham, un assassin complexe et parfois allié à Sarah, développe une relation ambiguë avec elle, mêlant attirance et loyauté conflictuelle. Sarah utilise la Witchblade pour venger la mort de son ami d'enfance, de son partenaire Michael et plus tard de son père, tout en essayant de rester dans les limites de la loi qu'elle sert. Elle est confrontée à des ennemis variés, criminels humains, créatures surnaturelles, démons et même des anges chasseurs, de porteurs d'artefacts comme l'Angelus. Elle confronte également des alliés tels que Magdalena, une guerrière sacrée, Lara Croft dans des crossovers, Jackie Estacado, porteur de la Darkness, dont je suppose vous devez connaître le jeu vidéo Darkness, et Wolverine dans un crossover avec Marvel. Au fil des comics, Sarah découvre l'histoire profonde de la Witchblade. L'artefact a été porté par de nombreuses femmes à travers l'histoire, tous liés par une lignée spécifique dont Sarah fait partie. Parmi les anciennes porteuses, figurent des figures historiques et mythiques comme Saren, une déesse nymphe sumérienne, Katen, inspirée de la guerrière irlandaise Skazash, Jeanne d'Arc, Florence Nightingale. Bien qu'elles ne soient pas de la lignée directe, ces femmes partagent souvent des traits physiques similaires à Sarah, suggérant une connexion mystique ou une réincarnation. Lors d'un événement appelé le Periculum, un test initiatique imposé par la Witchblade, Sarah est confrontée à ses anciennes porteuses qui évaluent sa valeur à porter l'artefact. Jeanne d'Arc lui révèle que la Witchblade est une branche de l'arbre du bien et du mal, un artefact d'origine divin et démoniaque ayant atterri sur Terre sous forme de météore. Elle travaille également avec Jack McCarthy, son nouveau partenaire au NYPD, après la mort de Michael. Jack devient un ami proche et développe des sentiments pour elle, confessant son amour lorsqu'il est gravement blessé. Leur relation reste platonique, mais Jack est l'un des rares à connaître le secret de la Witchblade. Un autre partenaire, Patrick Gleason, devient également un soutien important, notamment après la grossesse de Sarah. Un tournant majeur survient lorsqu'elle découvre qu'elle est enceinte. Bien qu'elle n'ait pas eu de relation sexuelle depuis plus d'1 an, cette grossesse mystérieuse est liée à Jackie Estacado, le porteur de la Darkness. Alors que Sarah était dans le coma après une attaque, Jackie, possédé par la Darkness, l'a fécondée dans un plan pour perturber l'équilibre cosmique entre la lumière et l'obscurité. Cette révélation choque Sarah, qui décide néanmoins de garder l'enfant. Ne se sentant pas prête à être mère tout en portant la Witchblade,
Elle transmet l'artefact à Danielle Baptiste, une jeune ballerine rencontrée par hasard et choisie comme prochaine porteuse. Lors de l'accouchement, Sarah frôle la mort, mais Danielle partage une partie de la Witchblade avec elle, sauvant sa vie. Sarah donne naissance à une fille, Hope, qui devient un élément central de l'histoire. Hope, née de l'union de la Witchblade et de la Darkness, possède un potentiel unique capable de repousser l'Angelus. Sarah continue de naviguer entre son rôle de policière, de mère et de porteuse de la Witchblade. Elle affronte des ennemis puissants, le Curator, un antiquaire mystérieux qui se révèle être le Survivor, un manipulateur cosmique orchestrant des événements pour ressusciter son univers perdu. Un conflit majeur éclate entre Sarah et Daniel lorsque Sarah, influencée par la part obscure de la Witchblade, devient agressif et irrationnel. Manipulée par un ennemi du Curator, elle reprend l'intégralité de la Witchblade, laissant Daniel devenir la porteuse de l'Angelus. En 2017, le personnage a été relancé et a aussi évolué. Topco tente un relance de Witchblade avec une nouvelle porteuse, Alex Underwood, mais la série s'arrête après 18 numéros. En 2021, un nouveau comics est annoncé, ramenant Sarah comme protagoniste. Ce relaunch finalement publié en 2024 explore une Sarah plus mature, toujours aux prises avec la Witchblade et ses ennemis, tout en protégeant Hope et sa ville. A savoir que l'histoire de Sarah Pezzini explore plusieurs thèmes. L'équilibre entre le bien et le mal. La Witchblade en tant que produit de l'Angelus et de la Darkness incarne un équilibre fragile que Sarah doit maintenir. Le sacrifice, Sarah sacrifie souvent sa vie personnelle pour protéger les autres, notamment Hope. Il y a aussi l'identité. En tant que femme dans un monde dominé par le chaos surnaturel, Sarah lutte pour préserver son humanité et son rôle de policière. Sa relation avec Hope ajoute une dimension émotionnelle, montrant sa volonté à protéger sa fille des forces cosmiques. Sarah Pezzini et la Witchblade ont marqué les comics des années 1990, incarnant le style des Bad Girls avec des costumes souvent révélateurs. La Witchblade détruit souvent les vêtements de Sarah pour former une armure. La série télévisée Witchblade en 2001 et 2002, avec Yancy Butler dans le rôle de Sarah, a popularisé le personnage, bien que des différences existent avec les comics, comme par exemple Danny Wu remplace Michael Yee. La série acclamée mais annulée après 2 saisons est restée la série la mieux notée à être annulée par TNT, en partie à cause des problèmes personnels de Butler. Pour conclure, Sarah Pezzini est une héroïne complexe, une femme ordinaire plongée dans un monde de force surnaturelle par la Witchblade. Dès ses débuts comme détective et sa transformation en guerrière cosmique, en passant par sa maternité et ses luttes contre des ennemis comme Kenneth Iron et la Darkness, Sarah incarne l'endurance et la quête d'équilibre. Sa saga, toujours en cours, continue de captiver grâce à son mélange d'action, de mysticisme et d'humanité. En 2, John Constantine, le chasseur de démons. John Constantine apparaît pour la première fois dans The Saga of Somethings, issue 37 en 1985, publié par DC Comics. Ce personnage est l'un des plus emblématiques de l'univers DC Vertigo et un anti-héros complexe, un occultiste détective du surnaturel, escroc et magicien de bas étage, connu pour son cynisme, son humour mordant et son passé tragique. Son histoire est un mélange de magie noire, de dilemmes moraux et de lutte contre des forces démoniaques, souvent au détriment de ceux qu'il aime. John Constantine est né à Liverpool, Angleterre, le 10 mai 1953, bien que certaines sources suggèrent des variations dans la chronologie. Fils de Thomas Constantine, un ouvrier alcoolique et abusif, et de Marie-Anne Constantine, qui meurt en donnant naissance à John et son frère jumeau mort-né, surnommé le bébé d'or dans certaines histoires. John grandit dans un environnement dysfonctionnel. Son père le blâme pour la mort de sa mère, ce qui marque profondément son enfance. John a une sœur aînée, Cheryl Master, qui tente de le protéger, mais il fuit souvent la maison pour échapper à la violence paternelle. Dès son adolescence, il montre un intérêt pour l'occulte, inspiré par des grimoires trouvés dans le grenier familial. Il est également passionné par la musique punk, fréquentant la scène underground de Londres dans les années 1970. Avec des amis, il forme un groupe punk appelé Mucus Membrane, où il est chanteur. Cette période rebelle façonne son attitude désinvolte et son mépris pour l'autorité, des traits qui définissent son caractère adulte. L'un des événements les plus déterminants de la vie de John survient en 1978 à Newcastle lors d'un incident qui hante sa carrière. Alors qu'il est un jeune magicien expérimenté, John et ses amis occultistes, dont Frank North, Anne-Marie, Gary Lester et Benjamin Cox, sont appelés pour aider une jeune fille astrologue possédée par un démon. Le groupe, confiant mais arrogant, tente un rituel d'exorcisme dans un club appelé le Casanova Club.
John invoque un démon puissant, Nergal, pour combattre l'entité qui possède Astra, mais le rituel tourne au désastre. Nergal tue Astra et la condamne à l'enfer, tandis que les amis de John sont traumatisés ou tués. John lui-même est interné dans l'asile de Ravenscar pendant 2 ans, souffrant de culpabilité et de crise psychologique. Cet événement marque le début de sa réputation de manipulateur, prêt à sacrifier ses proches pour un plus grand bien. Après sa sortie de Ravenscar, John devient un détective du surnaturel, utilisant ses connaissances en magie, son intelligence rusée et son réseau de contacts pour affronter des menaces occultes. Basé à Londres, il opère souvent seul, bien qu'il collabore avec des alliés comme Chas Chandler, son ami chauffeur de taxi et acolyte fidèle, ou Zatanna Zatara, une magicienne puissante avec qui il entretient une relation amoureuse agitée. John n'est pas un sorcier traditionnel, il préfère les sorts de bas étage, les arnaques et les manipulations psychologiques à la magie spectaculaire. Il est connu pour son trench coat beige, qui est tout simplement la veste qu'il porte, sa cigarette omniprésente et son attitude irrévérencieuse, même face à des démons ou des anges. Constantine affronte une variété d'ennemis, des démons comme Nergal, le premier des déchus, ou Buer, des anges moralisateurs, des cultes occultes et même des entités cosmiques. Ses aventures le mènent souvent à manipuler ses adversaires, utilisant son intelligence plutôt que la force brute. Toutefois, ses victoires ont un coût. Ses proches, comme ses amants ou ses amis, finissent souvent morts ou damnés, ce qui renforce sa culpabilité et son cynisme. John est un personnage solitaire, mais ses relations façonnent son histoire. Comme avec Chas Chandler, meilleur ami et chauffeur, Chas est l'une des rares constantes de la vie de John, bien que leur amitié soit mise à rude épreuve. Zatanna Zatara, leur relation amoureuse passionnée mais conflictuelle est marquée par des trahisons mutuelles. Zatanna reproche à John son comportement autodestructeur. Kit Ryan, une Irlandaise non magicienne avec qui John vit une romance intense dans la série Hellblazer, leur relation s'effondre lorsque Kit, horrifié par le monde occulte de John, le quitte. Entre parenthèses, ce John Constantine nous cache bien son jeu. Il a autant de conquêtes que Sarah Pezzini. Des chauds lapins ceux-là, hein. Il y a aussi Cheryl Master. La mort de sa sœur Cheryl, damnée en enfer après son complot démoniaque, est un autre traumatisme majeur pour John. Il parvient à la sauver dans certains arcs, mais au prix d'un lourd sacrifice. Puis Epiphany Grave, une alchimiste punk et fille d'un gangster. Elle devient son amour tardif et épouse John dans certaines continuités. John est bisexuel, une facette de son identité explorée dans des arcs plus récents, notamment dans Hellblazer et Constantine the Hellblazer. Ses relations, qu'elles soient hétérosexuelles ou homosexuelles, finissent tragiquement en raison de son mode de vie dangereux. Voici quelques-uns de ses arcs narratifs majeurs. La série Hellblazer, 1988-2013, publiée sous le label Vertigo, est le cœur de l'histoire de Constantine. Il y a Dangerous Habits en 1991, cet arc est considéré comme l'un des meilleurs. Diagnostiqué avec un cancer du poumon terminal, John conclut un pacte avec les 3 seigneurs de l'enfer, le premier, le deuxième et le troisième des déchus. Pour éviter la damnation, il les manipule pour qu'ils se disputent son âme, forçant une trêve qui guérit son cancer. Cet arc introduit également son ennemi juré, le premier déchu, souvent assimilé à Satan. Dans Hard Time, sorti en 2000, John est emprisonné dans une prison américaine où il utilise ses talents pour survivre à un environnement hostile rempli de criminels et de forces occultes. Dans Ashes and Dust, en 2002, il affronte le FBI et des forces démoniaques tout en luttant contre ses propres démons intérieurs, notamment sa culpabilité liée à Cheryl. Dans The Family Man, John traque un tueur en série surnaturel, révélant son passé avec son père et sa capacité à affronter des menaces humaines aussi bien que surnaturelles. Puis dans Rake of the Gate of Hell, John défie le premier des déchus pour sauver l'âme de Kit Ryan, consolidant sa réputation de manipulateur audacieux. Dans les années 2010, Constantine intègre l'univers principal de DC avec Justice League Dark en 2011, où il travaille avec des héros comme Zatanna, Deadman ou Swamp Things pour combattre des menaces magiques. Constantine est un acteur clé du côté occulte de l'univers DC. Dans Swamp Things, il guide Alec Holland pour comprendre sa nature en tant qu'avatar du Green. Dans Books of the Magic, il sert de mentor à Timothy Hunter, un jeune sorcier destiné à devenir une figure majeure de la magie. Dans Sandman de Neil Gaiman, il croise Morpheus, aidant à résoudre des crises liées aux rêves. Dans Justice League Dark, il devient un leader réticent, coordonnant des héros magiques contre des menaces comme Felix Faust ou l'Upside Down Man, l'homme à l'envers, dont j'ai fait une vidéo, n'hésitez pas à la regarder, personnage très intéressant. Constantine est également lié à la synchronicité, une force mystique qui lui permet de manipuler le hasard et de sortir indemne de situations impossibles. Cette vague de synchronicité fait de lui un pion dans des jeux cosmiques, mais aussi un adversaire imprévisible.
L'histoire de John Constantine explore des thèmes profonds comme la culpabilité. Il est tenté par la mort qu'il a causée, directement ou indirectement. Astral, Cheryl, ses amis. Il y a aussi le sacrifice. Il sacrifie souvent ses proches ou sa propre moralité pour vaincre le mal, ce qui le rend à la fois héroïque et tragique. Il est pris entre son cynisme et son humanité. Malgré son attitude désabusée, John agit souvent par compassion, cherchant à protéger les innocents. Et la magie comme fardeau. Contrairement à des héros comme Zatanna, la magie de John est sale, dangereuse et coûteuse, reflétant son approche pragmatique. Son humour noir, son accent cockney et ses références à la culture pop, notamment le punk et la politique britannique, se distinguent des autres héros d'ici. Il est également l'un des rares personnages à vieillir à temps réel dans les comics, passant de la trentaine dans les années 1980 à la soixantaine dans les arcs récents. Il a inspiré plusieurs adaptations. Constantine en 2005, film avec Keanu Reeves dans le rôle de John, qui prend des libertés avec le personnage, notamment le rendant américain, mais capture son essence. Constantine en 2014-2015, une série télévisée avec Matt Ryan, fidèle au ton de Hellblazer. Matt Ryan reprend le rôle en tant que voix dans Legend of Tomorrow et Justice League Dark Apocalypse War. Au final, John Constantine est un anti-héros tragique, un magicien de l'ombre qui navigue entre le bien et le mal avec ruse et sacrifice. Dès ses origines marquées par la perte et ses batailles contre des démons, des anges et sa propre culpabilité, il incarne la lutte pour préserver l'humanité dans un monde de ténèbres. Sa saga, riche en drames personnels et en intrigues occultes, continue d'évoluer dans l'univers d'ici, faisant de lui un personnage intemporel. Et en numéro 1, Hellboy, le fils de l'enfer, qui a défié son destin. Hellboy, créé par Mike Mignola en 1993 pour Dark Horse Comics, est l'un des personnages les plus emblématiques du comic indépendant. Apparu pour la première fois dans San Diego Comic-Con Comics issue 2 et pleinement développé dans la mini-série Seed of Destruction en 1994, est un démon invoqué sur Terre, devenu un héros improbable luttant contre des forces surnaturelles. Mélange d'horreur gothique, de mythologie, de folklore et d'humour noir, l'histoire de Hellboy est riche en aventures épiques et questionnements sur le destin de l'humanité. Hellboy, de son vrai nom Anung Unrama, est un démon invoqué le 5 octobre 1994 sur l'île de Bromwich au large de l'Écosse par le sorcier Grigory Rasputin et des occultistes nazis dans le cadre du projet Ragnarok. Ce rituel, soutenu par des entités démoniaques comme les Ogbrujahad, les dragons de l'Apocalypse, vise à déclencher la fin du monde. Cependant, l'invocation est interrompue par des forces alliées menées par le professeur Trevor Bruntenholm et des soldats britanniques et américains. Au lieu de trouver une arme apocalyptique, ils découvrent un bébé démon, une créature rouge avec des cornes, une queue et une main droite surdimensionnée en pierre, la White Hand of Doom. Bruntenholm, un spécialiste de l'occulte, adopte l'enfant et le nomme Hellboy, le considérant comme un être innocent malgré ses origines. Hellboy est élevé sur une base militaire à Los Alamos, Nouveau-Mexique, où il reçoit une éducation humaine, développant un goût pour les pancakes, les cigares et un humour amer. En 1952, le président Truman lui accorde officiellement le statut d'humain honoraire, reconnaissant son humanité malgré son apparence. Par la suite, il rejoint le Bureau for Paranormal Research of Defense, en abrégeant le BPRD, une organisation fondée par Bruntenholm pour enquêter sur les menaces surnaturelles. En tant que principal agent de terrain, Hellboy devient un détective paranormal, affrontant des créatures comme des démons, des sorciers, des fantômes et des monstres issus de folklore variés. Il est armé de son revolver surdimensionné, le Good Samaritan, et de sa Right Hand of Doom, une relique mystique liée à son destin apocalyptique. Dans Seed of Destruction, Hellboy enquête sur la mort mystérieuse de Bruntenholm, tué par des grenouilles monstrueuses. Il découvre que Rasputin, revenu d'entre les morts, cherche à utiliser Hellboy pour libérer les Ogbrujahad et déclencher l'apocalypse. Avec l'aide de ses alliés, Liz Sherman, une pyrokinésiste tourmentée par ses pouvoirs, et Abbé Sapien, un homme amphibien, Hellboy défait Rasputin, mais apprend une vérité troublante. Sa main droite de la mort est la clé pour libérer les Ogbrujahad, confirmant son rôle prophétique comme bête de l'apocalypse. Hellboy est un personnage solitaire, mais entouré d'alliés fidèles au sein du BPRD. Par exemple, il y a Liz Sherman, dont je viens de vous parler juste à l'instant, une femme capable de générer du feu,
en lutte avec ses pouvoirs. Elle partage une relation quasi fraternelle avec Hellboy, marquée par des tensions mais aussi une loyauté profonde. Abe Sapien, humanoïde amphibien découvert dans une cuve secrète. Il est l'intellectuel du groupe et un ami proche de Hellboy. Son père adoptif Trevor Brutenholm, qui lui a inculqué des valeurs humaines et une aversion pour son destin démoniaque. Kate Corrigan, une historienne du BPRD qui devient un soutien intellectuel et émotionnel. Puis Roger, un homuncule géant découvert en Roumanie qui rejoint l'équipe et considère Hellboy comme un grand frère. Il entretient également des relations complexes avec des figures surnaturelles comme Hecate, une déesse sorcière qui tente de le séduire pour qu'il embrasse son destin, ou Alice Monaghan, une femme liée au folklore irlandais qui devient une alliée et a un intérêt romantique dans certains arcs. L'histoire de Hellboy est racontée à travers des mini-séries et des one-shots souvent inspirés par le folklore mondial, nordique, slave, japonais, celtique, etc. Par exemple, dans Wake the Devil sorti en 1996, Hellboy affronte un vampire nazi, Vladimir Djeriscu et ses alliés qui cherchent à ressusciter Rasputin. Il rencontre Hecate qui lui révèle son lien avec la Rite of the Doom et son destin apocalyptique. Hellboy rejette cette destinée, affirmant son humanité. Dans The Chained Coffin, en 1998, il explore son passé, découvrant que sa mère, Sarah Hugh, une humaine descendante de sorcière, a été séduite par le démon Azael, son père biologique. Cette révélation renforce sa dualité entre humain et démon. Dans Conqueror Worm, sorti en 2001, Hellboy défait une entité mécanique invoquée par les nazis. Je vais devoir biper ce mot parce que YouTube ne va pas trop l'apprécier. Mais décide de quitter le BRPD. Lassé par les manipulations autour de son destin, il entame un voyage personnel à travers le monde. Dans Hellboy in Hell, paru en 2012-2016, après avoir été tué dans The Storm and the Fury en 2011 par la sorcière Nimue, la dame du lac devenue l'hôte des Hogblue Jahad, Hellboy descend en enfer. Il affronte des démons, des soutiens de son passé et même Satan qu'il tue. Cet arc explore sa quête de rédemption et sa lutte pour échapper à son rôle d'Anung Unrama. Il choisit finalement de détruire sa main démoniaque, empêchant l'apocalypse. Dans Wild Hunt 2008-2009, il découvre qu'il est le dernier descendant du roi Arthur via sa mère, ce qui lui donne le droit de manier Excalibur. Il affronte Nimue et les forces de l'apocalypse, renforçant son refus de devenir la bête. Et dans BPRD, The Devil Engine and Beyond, bien que Hellboy soit moins présent dans les séries dérivées du BPRD, ses actions influencent l'équipe, qui continue de combattre les Hogblue Jahad et d'autres menaces après sa mort. Hellboy est constamment tiraillé entre son humanité et son destin démoniaque. Sa main de la mort forgée par le démon Azael pour libérer les Hogblue Jahad est à la fois une arme puissante et une malédiction. Malgré les prophéties, il rejette systématiquement son rôle apocalyptique, choisissant de protéger l'humanité. Après Hellboy in the Hell, il semble trouver une forme de repos éternel, bien que son héritage perdure dans la série BPRD qui explore des histoires antérieures et parallèles. Dans The Devil You Know, sorti en 2017-2018, son sacrifice inspire ses anciens alliés à empêcher l'apocalypse finale. Comme les personnages précédemment, son histoire est imprégnée de thèmes profonds. Il lutte pour échapper à sa prophétie, choisissant l'humanité plutôt que la destruction. Malgré son apparence démoniaque, Hellboy incarne des valeurs humaines comme la loyauté, le courage et l'humour. Il y a aussi tout un folklore horrifique. Les récits s'inspirent de mythes mondiaux, mêlant horreur gothique et aventure pulp. Comme vous le savez, j'aime toujours préciser les choses, donc pour ceux qui ne savent pas, pulp c'est un genre littéraire qui représente des histoires au contenu fort, avec une abondance de crimes violents, de sauvagerie et de situations macabres. D'ailleurs, entre parenthèses, dans la sélection des comics que j'ai présentés, j'ai choisi de ne pas inclure certaines images en raison de leur contenu particulièrement explicite, car certains passages contiennent des scènes gore, horrifiques ou même à caractère sexuel, ce qui pourrait choquer certaines personnes et surtout YouTube. C'est pour ça que j'ai pris la décision de ne pas tout vous afficher. Par contre, si vous voulez aller voir les comics de vous-même, faites-vous plaisir. On reprend. Il est aussi inspiré par le sacrifice. Il sacrifie souvent son bonheur personnel pour protéger le monde, acceptant son isolement. Son caractère est défini par son attitude désinvolte, son amour pour les choses simples, pancakes, cigares, chats, et sa capacité à affronter des horreurs cosmiques avec un mélange de bravoure et de sarcasme. Il est devenu une icône du comic indépendant grâce à son style visuel distinctif et son univers riche. Il a eu plusieurs adaptations, que ce soit cinématographiques, séries animées, jeux vidéo,
et comics dérivés. Au niveau film, en 2004, il y a eu Hellboy 1 et en 2008, Hellboy 2, The Golden Army, réalisé par Guillermo del Toro avec Ron Perlman dans le rôle titre, capturant l'esprit du personnage. Il y a eu aussi un reboot Hellboy en 2019 avec David Harbour et moins bien apprécié par le public, alors que pour ma part, j'ai surkiffé le film. Et en 2024, il y a eu Hellboy The Crooked Man, qui se traduit par l'homme tordu, qui personnellement j'ai trouvé catastrophique. C'est le pire des films Hellboy, je me suis ennuyé de A à Z. Ensuite, il y a eu aussi des séries animées, Hellboy Sword of Storm et Blood on Iron, sortis en 2006-2007. Au niveau jeux vidéo, il y a eu Hellboy Dog of the Night sorti en 2000 et Hellboy Source of Evil en 2008. Et des comics dérivés comme la série BPRD avec Abbé Sapien, Lobster Johnson et Witchfinder étendant l'univers. Pour conclure, Hellboy est un héros paradoxal, un démon au cœur humain, luttant contre son destin apocalyptique pour protéger le monde. De son invocation par les nazis et ses aventures contre des monstres mythiques, en passant par son sacrifice final en enfer, son histoire est une ode au libre arbitre et à la rédemption. Avec son humour, sa bravoure et son univers gothique, Hellboy reste une figure incontournable du comique. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel est votre personnage favori parmi les 5. J'espère que vous avez kiffé et si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, de vous abonner et de booster la vidéo. Cela m'aide énormément. Nous on se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures. En attendant, prenez soin de vous et de vos familles. Peace out.